Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos, avec au menu cette semaine le beau succès d'Airbus qui enchaîne les ventes, la campagne d'essai de Joby Aviation, le drone taxi électrique avec la NASA, le Kazakhstan qui achète de la 400M, un super accord à 8 milliards d'euros pour développer le futur avion de nouvelle génération, le SCAF européen, mais on commence tout de suite avec ce qui se trouve en couverture d'Air Cosmos, le salon MAX 2021 qui a eu lieu à la fin du mois de juillet, qui est en fait l'équivalent du salon du Bourget, mais pour la Russie à Moscou, qui est un succès dans le sens où il y a quand même pas mal de choses qui ont été exposées, mais seulement une seule vente ferme pour les avions civils, avec 15 SSJ-100 qui ont été vendus à Rosia, ainsi que des lettres d'intention, et il y a également eu des annonces de livraison pour l'Airbus A220 à la compagnie Azimut. Du côté des hélicoptères, c'est un petit peu plus riche, il y a la compagnie UTR qui exploite des avions, mais également des hélicoptères qui achètent 50 Mi-8 AMT version transport, il y a Gazprom qui achète 16 Mi-171 A3 qui est capable de transporter 24 passagers sur 1000 km spécialement dédiés pour l'Arctique, et le ministère des Situations d'Urgence qui a acheté 9 hélicoptères lourds Mi-38 PS, c'est-à-dire la version incendie et sauvetage en Arctique. Du côté des démonstrations aériennes, ça a été un petit peu plus riche, avec l'Airbus A350 000 qu'on connaît bien, le MC-21-310 de Irkout, qui du coup a la particularité d'avoir des moteurs russes, les PD-14, qui le différencient du MC-21-300. Théoriquement, c'est un avion génial, qui consomme moins que les Neo et Max équivalents, certainement plus confortable. Malheureusement, comme c'est russe, aujourd'hui personne ne lui fait confiance, il n'y a pas la masse critique, il y a très peu de ventes qui se font. Pourtant, sur le papier, c'est probablement le meilleur avion moyen courrier qui serait disponible aujourd'hui. Accessoirement, ils ont quand même de grosses difficultés actuellement, puisqu'à cause de l'embargo américain sur les exportations vers la Russie, notamment les ailes, qui sont produites aux États-Unis et assemblées en Russie, ne sont plus disponibles, ne peuvent plus être exportées, donc de grosses difficultés également pour cet avion. On a également vu en vol l'avion turbopropulsé régional Ilyushin 114-300, la dernière version avec les nouveaux moteurs, la nouvelle avionique, la nouvelle cabine qui peut transporter 68 personnes. Et pour les démonstrations militaires, ça a été un peu plus excitant. Il y a eu le Sukhoi 57, le magnifique, le plus beau, probablement un des plus beaux appareils du côté esthétique. On sait toujours pas exactement ce qu'il vaut parce que les Russes ne sont pas transparents, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le F-35 où on sait clairement qu'il a des gros problèmes. Il y a eu également l'hélicoptère de combat modernisé Kamov 52M qui a été commandé à 100 exemplaires, mais il y a aussi beaucoup de déceptions puisqu'on avait eu dans les derniers mois beaucoup de premiers vols de nouveaux appareils russes qu'on espérait pouvoir voler à max, notamment le bombardier stratégique supersonique le Tupolev 160M qui a été construit au début des années 90, le Tupolev 95 MSM, le bombardier lourd turbopropulsé des années 50 qui peut décoller avec jusqu'à 188 tonnes, qui est capable de voler pendant 12 heures, il y a 20 avions qui vont être modernisés, c'est plus ou moins l'équivalent du B-52 américain, et l'hélicoptère Mi-8 AMTSH VN, qui est spécialement dédié pour les forces spéciales. Côté exposition statique, il y a eu le Sukhoi 75, même s'il s'appelle pas encore totalement comme ça, le Checkmate. C'est un avion de 5ème génération, petit, léger, monomoteur. L'objectif, c'est de faire le premier vol en 2023 pour une production qui commencera en 2026-2027. Il reprend beaucoup d'éléments qui ont été développés pour le Sukhoi 57, donc forcément, ça simplifie le développement et ça le rend plus rapide et moins cher. On parle en particulier de la motorisation, des armements, de l'avionique, avec par exemple le radar à balayage électronique AESA, tous les systèmes d'optronique. L'appareil est développé en toute autonomie par Sukhoi avec des autofinancements sans demander d'argent public. L'objectif c'est de faire un appareil qui coûterait 30 millions de dollars, c'est-à-dire quasiment 3 fois moins cher qu'un Rafale ou qu'un F-16 Viper américain. L'objectif ce serait de pouvoir en vendre 300 notamment à l'exportation, et il y aurait plusieurs versions, une version chasse embarquée, une version biplace pour l'entraînement, ce qui n'existe pas pour le Sukhoi 57, donc il y a aussi un gros avantage pour l'export, et aussi, pourquoi pas, une version drone qui serait basée sur les retours d'expérience qu'on a sur le S-70, également développé par Sukhoi. En tout cas, le constat, il est un petit peu malheureux, mais il est clair, depuis 2013-2014, on est quand même sur une pente décroissante, l'industrie aéronautique russe produit chaque année de moins en moins d'appareils, grosse difficulté d'approvisionnement, grosse difficulté de développement, on ne sait pas exactement ce que valent les appareils, notamment les exportations pour les appareils militaires, les avions civils comme le SSJ-100, qui avait un gros espoir, malheureusement, il coûtait relativement cher à l'exploitation parce qu'il avait une fiabilité qui était faible, avec un taux de disponibilité qui était inférieur à ses concurrents occidentaux. Donc malheureusement, il va falloir voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines années en espérant un rebond de ce côté-là. On passe toujours dans le constructeur civil avec Airbus qui cartonne de son côté avec plus de 101 commandes au mois d'août. Avec notamment 4 contrats, le britannique Jet2.com qui remplace ses Boeing 737 NG par des A321neo,
l'allemand Condor qui remplace ses Boeing 757-300 par des Airbus A330neo, LATAM qui commande encore 28 monocouloirs, et Delta qui achète encore 30 Airbus A321, ce qui portera sa flotte à 155 appareils. Donc on est très clairement en train de voir qu'Airbus réussit son pari, ils étaient très ambitieux, ils avaient posé des objectifs qui étaient très hauts, c'était un optimisme qui était peut-être jugé excessif par l'IATA, néanmoins Airbus avec peut-être cette vision, on regarde pas la flotte globale, mais ils se rendent compte que non seulement ça recommence à vendre, mais en plus ils gagnent des parts de marché sur Boeing qui est en difficulté très clairement. Ils ont toujours pas le droit de livrer le Boeing 787 Dreamliner sur lequel il y a des difficultés depuis le mois de mai. Il y a des divergences sur les procédures de contrôle qualité entre la FAA et Boeing, même si aujourd'hui personne n'est réellement pressé pour récupérer ce type d'avion long courrier. Quand on voit les résultats, ce qui s'est passé notamment au mois de juillet, les chiffres qui ont été dévoilés avant-hier par l'IATA, on voit clairement les vols internationaux long courrier se sont effondrés, donc recevoir des avions neufs aujourd'hui, les compagnies aériennes ne sont pas spécialement pressées, et on a l'impression qu'Airbus est en train de prendre l'ascendant sur Boeing, sur quasiment toutes les catégories d'avions. Les moyens courriers c'était déjà gagné, maintenant le long courrier également, il reste plus que les fretteurs sur lesquels Boeing est ultra dominant, et on l'a vu, l'Airbus A350 aura certainement sa version fret qui va être en développement. On passe sur les drones taxis avec Joby Aviation qui fait son partenariat avec la NASA pour son drone taxi 100% électrique qui doit commencer ses tests dans le cadre du concept Advanced Air Mobility de la NASA. L'objectif ce sera de mesurer les performances du système, également son intégration dans le trafic aérien général et également le bruit qu'il va faire. Vous savez qu'il y a des exigences pour l'acceptabilité de ces drones taxis. L'objectif c'est qu'on perçoive un bruit qui soit inférieur à 76 décibels quand on se trouve seulement à 30 mètres du drone taxi au moment où il est en train d'atterrir. C'est plus faible que ce qu'on a en gros sur une grande avenue parisienne. L'ambition de tout ça, c'est quand même de réussir à identifier les lacunes pour développer un appareil qui soit plus fiable, faire évoluer la réglementation également en fonction de ces éléments, parce que c'est réellement un enjeu structurant d'infrastructure pour les grandes villes. Souvenez-vous par exemple de Vancouver qui a renoncé à construire des nouveaux tunnels ou des nouveaux ponts pour les voitures en se disant bah ça sert à rien parce qu'en 2030-2035 les drones taxis ce sera tellement massif qu'on n'aura pas besoin de toutes ces infrastructures terrestres qui émettent des millions de tonnes de CO2 quand on les construit, autant avoir des systèmes électriques directement, ce sera plus efficace parce qu'on n'a pas évidemment besoin de millions de tonnes de béton pour faire ça. On passe sur le transport tactique militaire avec le Kazakhstan qui se paye 2 Airbus A400M, qui est l'appareil de transport aérien tactique et stratégique, capable de faire des posées d'assaut, du parachutage lourd, du ravitaillement en vol, qui peut même lui-même être ravitaillé, qui sait faire du transport longue distance, qui est probablement aujourd'hui un des meilleurs avions de sa catégorie, c'est pour ça qu'il gagne un marché si longtemps après le début du programme, puisqu'aujourd'hui il y avait déjà 9 clients qui étaient acquis, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Turquie, la Malaisie, ça porte à 176 commandes les appareils qui vont être livrés dans les prochaines années, ceux qui viennent d'être achetés vont être livrés en 2024, et c'est vraiment une victoire à plusieurs titres. Le Kazakhstan avait déjà acheté du C-295, les Kazas, donc ça veut dire qu'ils sont très contents de ces avions, mais en plus on est réellement dans la sphère d'influence russe, ça veut dire que l'appareil est pertinent et efficace, et puis certainement d'autres succès qui sont déjà évoqués par Airbus, parce qu'on est quand même sur la première commande depuis 2005 avec celle de la Malaisie, c'était le seul pays non partenaire du programme qui avait acheté, ça prouve simplement, si c'était encore une fois nécessaire, que l'avion a fait ses preuves, on n'est pas sur un concept, on est sur une réalité opérationnelle qui est maintes fois démontrée. On reste sur l'aviation militaire européenne avec le SCAF qui a enfin avancé, l'avion européen de 6ème génération qui doit être livré en Europe à la fin de la décennie 2030 avec Dassault qui est en maître d'œuvre, avec un partenariat qui vient d'être signé entre Florence Parly, la ministre des Armées française, avec ses homologues allemandes et espagnols qui ont signé le lancement des phases 1B et 2 du programme SCAF. Le terme SCAF en réalité il est un petit peu faux parce que ça réunit plusieurs choses, notamment l'avion chasse, le NGF, le New Generation Fighter, qui aujourd'hui est l'élément principal qui nous intéresse, et par extension on l'appelle SCAF, mais en réalité la phase 1A avait permis de définir les 5 piliers qui sont cet avion, le NGF, le drone qui va l'accompagner, le cloud de combat, les capteurs et la motorisation. Ce qu'on a signé aujourd'hui c'est la phase 1B qui doit aller jusqu'en 2024 et qui doit permettre de valider l'architecture du démonstrateur pour 3,5 milliards d'euros. Et on a ensuite la phase 2, qui doit aller de 2024 jusqu'en 2027, c'est pour l'intégration des différents développements nationaux qui vont se faire sur un appareil, un démonstrateur en vol qui va enfin pouvoir voler, et là on parle de 5 milliards d'euros. Par contre, la difficulté pour cette phase 2, c'est qu'a priori on n'a toujours pas trouvé d'accord pour le partage de la propriété intellectuelle, avec notamment les Allemands qui craignent d'investir dans des technologies qui sont potentiellement sans retour financier, et Dassault évidemment ne veut pas donner les technologies qui lui sont spécifiques, et justement qui lui confèrent son rôle de maître d'œuvre pour cet appareil. Évidemment, les Allemands, les Espagnols
Espagnols voudraient rattraper ce retard, mais souvenons-vous de ce qui s'est passé par le passé, les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, tous ensemble, ils ont fait l'Eurofighter, qui était moins bon, et une grosse partie du savoir-faire est en plus avec les Britanniques, qui ont un projet concurrent qui s'appelle le Tempest, qui font avec les Italiens et les Suédois. Donc aujourd'hui, il faut quand même faire attention pour que les Allemands ne récupèrent pas quasiment gratuitement toutes les technologies et toute l'avance qu'a pris Dassault depuis des décennies en développant notamment le Rafale, qui est un succès et qui va avoir une midlife update avec une ambition d'être quand même opérationnel jusqu'en 2070 tout en restant pertinent face aux appareils qui pourraient se trouver face à lui. Les militaires de leur côté, ils ont signé le CORD, le Common Operation Requirement Document, qui est en fait un cahier des charges du programme SCAF. Donc du côté militaire, on est d'accord pour tous travailler ensemble, du côté industriel et financement de la part des États, c'est là que ça pêche, et on espère quand même qu'on arrivera à aller jusqu'au bout. On finit avec un hélicoptère électrique à pile à combustible qui est développé par Piasecki Aircraft et HighPoint qui s'appelle le PA890. Évidemment, il est de la famille des systèmes à décollage et atterrissage vertical qu'il classe avec les eVTOL, sauf qu'en termes d'architecture, c'est réellement un hélicoptère, avec simplement une nouvelle propulsion, 5 piles à combustible de 650 kW chacune, avec une voilure mixte et un rotor ralenti. L'objectif, c'est d'avoir 5 places plus une grande soute. Vous voyez que c'est un rotor avec 4 pales, avec une voilure à incidence variable jusqu'à 90 degrés. Son rotor de queue anti-couple est également pivotant. Et HighPoint, qui fournit la pile à combustible, n'existe que depuis 2 ans, mais la techno est révolutionnaire parce qu'elle est refroidie par air. C'est-à-dire qu'elle a un rapport poids-puissance qui est 3 fois plus efficace que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, et travaille également avec Zero Avia, dont je vous ai déjà parlé, cet avion hybride électrique très efficace qui est en développement. Le premier vol aura lieu en 2023 pour une certification et des livraisons commerciales à partir de 2025, et c'est un deal à 6,5 millions de dollars. Je sais, ça semble pas très cher pour développer ce type de système, néanmoins aujourd'hui les startups arrivent à développer des choses incroyables. Sur l'exemple de SpaceX et tous les autres aujourd'hui qui sont clairement des réussites, regardez tous ceux qui font des drones taxis, les leaders sont des petits appareils qui aujourd'hui, des petites compagnies qui n'existaient pas il y a quelques temps. Donc on voit très clairement une rupture de ce côté-là, on se fait ringardiser quand on est une très grosse boîte et qu'on est lent, donc c'est souvent des petites boîtes qui développent des systèmes, ou alors les gros mastodontes Airbus, Boeing ont des équipes dédiées spécifiquement, c'est clairement des task force très très efficaces, on l'a vu, le City Airbus qui a fait également son premier vol cet été. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous dis à la semaine prochaine, allez lire Aerocosmos, le reportage sur Max est quand même super long, plein de photos, c'est vraiment toujours sympa. Ces grands reportages, en plus il y avait du monde quand même sur place pour prendre des belles photos et pour avoir des interviews exclusives. La semaine prochaine, il va y avoir plein de choses sympas également. J'ai quelques billes, vous allez voir. À très bientôt les amis.